Bienvenue au monde de la course. Désolé, il y avait une petite pause. On était tous très occupés avec les vacances et tout Et ça. en vacances, oui. Ouais, les vacances. Moi, j'avais le demi-marathon tremblant dont j'étais ambassadeur, mais aussi coordinateur des lapins et élites. Donc, un petit peu occupé. Donc, on a pris notre temps. Il y a plusieurs choses à couvrir. On va y aller avec l'essentiel. Puis, on est Ouais. très excités. On va avoir une petite intervention d'un invité qu'on a déjà reçu qui va nous parler d'une de ses performances récentes, de son expérience au NACAC. Je vous laisse essayer de deviner c'est Mhm. qui. Un indice, Ouais. il a fait une course qui semblait très lente, qui est partie très lentement, on en parlera bientôt, et qui a fini très vite. Donc, Ouais. si vous avez réussi à deviner, bravo. Très. Sans plus tarder, on va y aller avec les remerciements des Patreons. Donc, on était au remerciement des Patreons or, qui reçoivent 2 remerciements par mois. Donc, merci Gabriel Côté, Tristan Garcia, Karine Marcoux et Danny Litwin. Merci aussi à la Patreon mécène Catherine Gagné. Vous pouvez aller suivre ses entraînements de renforcement musculaire faits pour les coureurs et coureuses sur sa page Facebook CGKIN. Aussi, Yes. Merci. oui, merci beaucoup. Aussi, ben, très brièvement, je vais refaire ma shameless plug, ma petite plug sans aucune honte de World Simple qui vient de recommencer leur promo où est-ce qu'ils donnaient, dans le temps, je pense qu'ils donnaient, je sais plus si c'était C'était 25, 25 ou 40, 30? ouais, quelque chose du genre. Là, c'est 50 Ah ouais. dollars, donc ils veulent vraiment avoir des clients. Donc, allez utiliser mon code promo World Simple. Je vais le mettre dans les publications Facebook et Instagram de l'événement. Vous recevrez, quand vous financez votre compte, puis financer votre compte, ça peut être 1 pièce. Donc, si vous ne faites pas confiance à ça, faites juste mettre 1 pièce dedans. Ben, en fait, vous ne devrez pas créer de compte à la base si vous n'avez pas confiance parce qu'ils prennent quand même certaines informations sensibles. Mais bon, si vous faites un petit Ouais. peu confiance, mais pas trop, ben, faites juste mettre 1 pièce dans votre compte et vous recevrez un bonus de 50 dollars et moi aussi. Donc, une excellente façon d'encourager le podcast. World Simple, pour ceux qui ne savent pas, ben, c'est une plateforme d'investissement sans frais pour toutes les actions canadiennes, du moins. Donc, parfait pour s'acheter des FNB canadiennes avec aucun frais. Et c'est ça. Profitez du petit bonus de 50 dollars. Allez voir le petit code que je mettrai, le petit lien que je mettrai sur la publication Facebook ou Instagram du monde de la course. Aussi, bon, un petit oubli qu'on avait, une petite chose qu'on avait oublié de mentionner aux championnats mondiaux. Il y avait Armand Duplantis, je pensais qu'il était français, mais non, il est suédois, qui a fait un nouveau record du monde au saut à la perche, hein, le saut que tu avais de la misère à décrire la dernière fois, quand, Ouais, ouais. quand tu Je faisais disais avec le, la pole. le saut en hauteur avec la pole ou je sais pas. Avec la pole. Mais donc, Ouais. c'est sûr, bon, c'est sûr, c'est pas de la course en soi, donc c'est pas la fin du monde qu'on l'a oublié, mais quand même, quand il y a un record du monde en athlétisme, ben, ça mérite quand même une petite mention. Donc, il est allé Oh, faire 6,21 mètres. Avant, le record, c'était lui aussi qui l'avait, c'était 6,20. Donc, félicitations. Je te laisse aller avec nos athlètes du mois de la Fédération québécoise d'athlétisme, Mathieu. ouais, nos athlètes du mois de juillet, donc Ayana Steven et Charles Philibert Thibouteau, qui ont été nommés aussi dans les mois précédents. Là, je me demande si c'était pas en juin ou mai, mais donc une nouvelle fois nommés athlètes du mois. Ils se sont démarqués au championnat du monde. Ayana fait partie de l'équipe de relais 4x400 du Canada qui est terminée en quatrième place en finale avec une performance de 3,25,18. Et de son côté, Charles a été demi-finaliste au 1500 mètres en terminant 15e mondial en signant un chrono de 3,35,02 lors de la ronde de qualification. Donc, bravo à nos deux athlètes. Oui, des belles performances, des Québécois qui font bien paraître le Québec en athlétisme. Et maintenant, je te laisse lui écrire C'est fait, pour c'est ceux, fait. donc pour ceux qui... ah, le voici parmi nous. Donc, Salut, salut. salut Thomas Salut Fafard. Tom. Donc, pour ceux qui avaient bien deviné, bravo. C'est Thomas Fafard qu'on reçoit.
brièvement pour nous revenir sur son expérience. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, Thomas Fafard a terminé deuxième. Il a récolté la médaille d'argent aux 5000 mètres au championnat NACAC. NACAC, si je ne me trompe pas, c'est Amérique du Nord, NA North America, puis Central America. Est-ce que sais-tu c'est bien ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est Amérique du Nord, Amérique centrale avec toutes les Caraïbes. Puis, c'est comme un peu un championnat continental, je dirais, là, mais comme. C'est ça. Il n'y a juste pas d'Amérique du Sud, dans le fond, pour ceux qui se posaient la question. Parce que, on dit toujours NACAC, mais des fois, c'est le fun de savoir qu'est-ce que c'est. Donc, pour juste résumer, en gros, Thomas a terminé avec un chrono de 14:49.91, à un peu plus d'une seconde du vainqueur, Woody Kincaid. Woody Kincaid qui est très rapide, là. Lui, il a déjà fait des... T'aurais-tu son record personnel? Je pense qu'il a déjà fait dans les 13 bas, me semble, quelque chose du genre. Je pense que j'avais même vu dans les 12 hauts. Exact. Ouais, wow. Je vais aller voir. 58 ou 12,57 peut-être. Ouais. Donc, quand on regarde ce temps-là, on se dit, 14,49, bon, pour la plupart des gens qui écoutent, c'est un bon temps, oui, mais pour toi, c'est pas du tout un temps incroyable si on regardait par rapport à ton record personnel qui est en bas de 14 minutes. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait, donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette course-là? J'étais allé regarder la course, puis c'était vraiment intéressant. Si je me trompe pas, j'ai noté temps de passage 9,22 à 3 kg. Ouais, c'est ça, exact. 9,23 pour être précis. 9,22, 9,23 à 3 kg. Pour donner une idée aux gens, ça c'est 3,15, 9,15, ça serait 3,05. Donc on est autour de 3,6, 3,7 du kilomètre, qui est pour un 5000 mètres de ce calibre-là très lent. Puis je regardais... excessivement lent. Excessivement par rapport lent. au calibre qu'il y avait avec les temps d'inscription, c'est ça. Rarement, là, en fait, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai passé en 9,23 sur un 5000 mètres. C'est ça. Pour de vrai, ça doit faire des années que tu n'as pas passé en 9,22 un 3000 mètres dans un 5000 mètres. Puis c'est ça, moi je me disais, mais coudonc, si tu n'avais juste aucune compétition, quoi, mais tu as fini deuxième quand même. Donc il y a quelqu'un qui t'a battu, donc c'était pas juste ça. Dans le fond, il y avait plusieurs choses. Tu vas pouvoir nous les expliquer. Aussi, pour mentionner, à 4K, moi j'avais noté 12-15. Je sais pas si c'est. Je pense que c'était proche de ça ou quelque chose du genre. Si j'ai pas regardé le split à 4 km, là, mais je sais qu'on a peut-être accéléré un petit peu là, de 3 à 4, mais pas de façon convaincante. Puis c'est vraiment dans les deux derniers tours que la machine elle est ouverte. Là. Ah non, c'est ça. C'est ça. Je pense que ça accélère une petite affaire. Vous êtes allé un petit peu en bas de 3, mais malgré ça, on pouvait juste le voir. Je regardais la vidéo, puis on voyait, là, vous aviez tous l'air relax, tu sais, comme... Puis, comme tu dis, c'est surtout là, on a noté, des fois, il y avait des petites accélérations. Ça rappelait vraiment le championnat, mon Dieu. Quand il y avait, c'était quoi le nom? Le coureur de 1500 mètres qui avait gagné aux Olympiques 2016 pour les Américains. Max Lopez avait fait... Pardon? C'était Matthew Centrowitz, je pense. Oui, c'est ça. Matt Centrowitz. Ouais. Max Lopez avait fait une superbe analyse sur sa page Runwise où est-ce que tu vois le meneur qui mène, mais qui laisse juste personne le dépasser. Puis au début, c'était pas vraiment ça, mais à un moment donné, j'ai l'impression que c'était rendu un petit peu ça. Peut-être quand c'était Woody Kincaid qui était rendu devant, j'ai l'impression qu'il y a des moves un peu à cette manière-là. Tu vas pouvoir nous en jaser. Mais bon, bref, je vais te demander tout d'abord, c'était quoi les conditions tout d'abord quand vous êtes arrivé à cette course-là? Est-ce qu'il faisait premièrement, chaud? La compétition se déroulait aux Bahamas. Fait que c'est sûr que, la météo, c'était vraiment extrême au niveau de la chaleur et de l'humidité. Je pense que on a été chanceux là, dans les semaines avant au Québec. On a eu des semaines chaudes avec du gros soleil. Fait qu'on en a profité, moi, Jean-Simon et Charles, pour justement faire des entraînements à des heures un petit peu plus vers midi là, pour être certain d'avoir un petit peu plus
de chaleur pour essayer de s'acclimater le plus possible. Mais c'est OK. même à ça, là, il n'y avait rien de semblable à ce qu'on avait vécu ici au Québec. Là. L'humidité, c'était vraiment énorme. Là. On passait 1 heure dehors puis on était tout tremble. Puis Ah. même les jogs avant la course, c'était excessivement lourd. Fait que, pas personnellement, moi, je me posais pas vraiment de questions parce que j'ai l'habitude de bien performer là, dans les conditions extrêmes au niveau de la chaleur, mais quand même, là, ça jouait dans la tête. Puis on se demandait comment on allait faire pour être capable de bien performer là, avec cette température-là. Ouais. C'est ça. Tu nous as dit, je pense, faisait comme quelque chose comme 40 de ressenti pour ta course. Ouais, c'est ça. Je pense que sur Météo Média, ça disait qu'à Freeport, à l'endroit où c'est que la course avait lieu, c'était 42 au moment de la compétition. C'est quand même assez chaud. Hein. Les compétitions ils étaient directement en après-midi, en soirée? Nous, notre course, elle a été décalée un petit peu, étant donné la météo. Dans le fond, c'était supposé être, je crois, à la base, c'était supposé être dans les alentours de 5 heures, puis ils ont décidé de déplacer ça à 6h45 le soir. Ouais. C'est sûr que ça a fait une petite différence, mais le soleil n'était pas encore couché. C'est sûr que c'était encore chaud puis humide, mais... Puis c'est gorgé d'humidité pareil, ben oui. Ouais, c'est ça. Mais Athlétisme Canada sont quand même bien équipés, puis ils avaient amené des vestes, là, des ice vests là, qu'on appelle. C'est des vestes comme des ice packs à l'intérieur pour garder le corps froid pendant l'échauffement. Puis je pense que ça a vraiment aidé à faire l'échauffement comme d'habitude sans trop s'épuiser à cause de la chaleur. Ouais, je me souviens, Athlétisme Canada, je pense qu'ils ont quand même une très bonne équipe. Je me souviens à Doha, Mélanie mentionnait qu'ils avaient vraiment plus d'outils que certains autres pays. Donc, penses-tu que ça vous a aidé un petit peu quand même, les Canadiens? On a eu aussi Kieran Lum qui a fini 3e. Ouais, je pense que c'est sûr qu'avoir les bons outils pour garder la température froide avant de faire une compétition, c'est jamais dans les conditions de chaleur. Je pense que c'est jamais mauvais. Puis on avait une bonne équipe médicale avec l'équipe. Donc, l'hydratation, tout, c'était vraiment important. Puis on focusait là-dessus, bien s'hydrater, bien rester au frais. Puis je pense que c'est sûr que ça a fait une différence par rapport à peut-être des pays qui n'ont pas vraiment eu de conseils au niveau de la chaleur puis qui n'ont pas vraiment porté attention. C'est sûr que ça peut avoir fait une petite différence. Mais je pense que aussi c'est l'adaptation à la chaleur qui était quand même clé aussi, là, je pense, dans la performance. Oui. Puis, une autre question que j'avais, il y avait comme 6 compétiteurs. Comment ça se fait qu'il y en a 6 dans une finale de 100 000 mètres? Supposé être un petit peu plus de coureurs. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a certains pays qui ont décidé de ne pas envoyer de coureurs. Puis c'est comme si je pense que c'est 3 coureurs maximum par pays. Ouais. Donc, on était 3 Canadiens. Il était supposé être 3 Américains, mais l'autre coureur avait couru le 10 000 mètres la veille. Puis, étant donné les conditions de météo, il n'était pas en mesure de courir le 5 000 le lendemain. OK, ouais. Donc, lui, il a décidé de ne pas courir. Puis, les NACAC, c'est les championnats continentaux d'Amérique du Nord, Amérique centrale. Dans les pays d'Amérique centrale, Caraïbes, c'est plus les épreuves de puissance, de sprint qui sont dominants. Okay. Fait que c'est sûr qu'en demi-fond, le niveau est un petit peu moins élevé que sur le sprint et les sauts. Fait que ça, c'est sûr que ça explique aussi qu'il y avait un petit peu moins de compétiteurs au niveau du 5 000 et aussi du 10 000 mètres. Mais c'était quand même pas n'importe qui à qui tu faisais face. C'est ça, malgré qu'il n'y avait pas une énorme profondeur au niveau des coureurs dans tous les pays. Il y avait quand même Woody Kincaid puis Emmanuel Bard, l'autre représentant des États-Unis. Les deux Woody avait déjà couru en bas de 13, puis l'autre avait couru dans les 13 très très bas, je pense, au courant de la saison. C'est ça, Kincaid, c'est 12,58 là, en 2019 que Kincaid a fait, oui. Quand même. Puis Woody Kincaid a représenté là, les USA au championnat du monde cet été. Il était quand même en très bonne forme. Puis on a Kieran Lum aussi qui avait couru au Canada. Kieran qui a un PB de 13,25, je pense. OK. Puis même chose pour lui. Ouais, fait que c'est sûr que c'était le fun là, pour moi, malgré qu'il n'y avait pas une énorme profondeur au niveau des coureurs. Des coureurs que sur papier étaient plus forts, étaient supposés me battre. Là. C'est sûr que c'est vraiment... Ouais. C'est ça, c'est bon pour la motivation, puis ça m'encourage à me dire, bon, mais si je suis capable de les battre en compétition, c'est sûr que c'est une course stratégique, mais si je suis capable de les battre en compétition dans les grands championnats, je suis capable de courir aussi vite qu'eux, puis même plus vite. Là, c'est bon pour la motivation, puis pour
pour se craquer pour les objectifs dans le futur. Oui, ben c'est ça Ouais. qui compte au final dans les courses de championnat, c'est d'être capable d'être bon stratégiquement, parce que souvent c'est des courses stratégiques. Très souvent, dans ce cas-ci, c'était de l'extrême stratégie. Penses-tu que ça t'a quand même. Ouais, c'est ça. Penses-tu que ça t'a quand même bénéficié un petit peu, cette Ben, course-là? moi, dans ma tête, mon plan initial, c'était vraiment de ne pas prendre aucune responsabilité dans la course parce que, comme on disait, là, il y a des coureurs qui ont des PB jusqu'à 30 secondes plus vite que moi. Fait que je me disais, Ouais. bah, pour ce coureur-là, une course stratégique, ça va être 13-30, 13-40, ça va être parfait pour moi. Je vais m'accrocher, je vais être capable, vu que ça va être un pace qui va être dans 13-30, mes, 13-40. dans mes, On, dans mes on a juste temps. tellement fini loin de là, c'est drôle. Ouais, finalement, c'est ça. Premier 200 mètres, on fait 41. On piétine quasiment. Là, ça accélère, ça ralentit. Puis après 41. le premier kilomètre, je me suis dit, bon, ben, les points, parce que dans le fond, pour les NACAC, il y avait quand même des points bonus là, pour le World Ranking qui était associé à ça. Puis les points étaient quand même assez importants. OK. Fait que plus tu cours vite, plus, dans le fond, les points servent à quelque chose. Et si, mettons, j'avais pu finir dans deuxième position puis courir un 13-30 avec les points bonus qui étaient associés à ça, ça m'aurait donné une performance d'à peu près 13-5 dans mon World Ranking. Ça aurait été vraiment avantageux dans l'éventualité de peut-être faire les mondiaux l'an prochain. Oui. Mais là, en courant 14-49, là, même avec les points bonus qu'il y a, ça vaut rien. Ça n'augmente pas mon classement mondial. Bon. Mais c'est ça, pendant la course, après le premier kilomètre, on riait un peu tout le monde. Là. On était comme, c'est tellement lent. Mais personne ne voulait aller en avant pour pousser le pace. Puis finalement, se faire battre à la fin. Puis, fait que, je pense que personne ne voulait vraiment faire ça. Fait que ça a fait en sorte que la course a été excessivement lente. Puis, Ouais. à peu près à 2 km, à peu près, peut-être 2,5, je me suis ramassé en avant. Parce que Woody Kincaid, je pense qu'il a fait une accélération, puis là, il a vraiment ralenti. Puis moi, je voulais pas comme trop piétiner, fait que j'ai comme continué par l'extérieur en me disant, bon, je vais ralentir progressivement, puis ils vont me repasser. Puis finalement, ils ont juste jamais repassé, fait que je me suis ramassé en avant. Puis je pense que ça a été le meilleur des scénarios pour moi, parce que faire des tours en une 15, une 18, même une 10, c'est pas vraiment taxant, là, dans le sens que c'est quand même plus lent que mon pace. Fait qu'être en avant même que je dirais qu'être en avant, ça a été plus facile parce que je piétine pas puis je fais juste dérouler fluidement versus qu'être en arrière puis subir un peu les accélérations, tu ralentis. Tout à fait. Tu dépenses un petit peu plus d'énergie. Puis je pense que j'ai été, là, dans le cours, c'est de pas trop penser, là, mais je pense que j'ai été en avant jusqu'à peu près 1 kilomètre de la fin. OK. Puis après ça, c'est Woody Kincaid, l'Américain, Kieran, puis même Ihab, je pense il y a eu une accélération, puis ils m'ont dépassé. Puis moi, je me suis juste positionné en arrière. Ouais. Puis, on allait déjà à un pace qui était pas mal plus décent. Fait que, être en arrière, puis un pace fluide, ça allait bien. Ouais. Puis je m'attendais à ce que ça parte à peut-être 800 de la fin. Je me suis dit, bon, ça va partir. Puis là, des athlètes comme Woody Kincaid sont capables de faire... 2 tours en 56-57 de suite, il n'y en a pas de problème pour eux. Là. Je m'attendais vraiment à ça. Puis finalement, il a décidé de faire une course de dernier 300 mètres. Là. Il est parti avec peut-être 320 mètres à faire. Là. On était à vitesse max. Puis c'était vraiment plus stratégique que ce que je m'attendais. Oui, ben j'ai eu l'impression de voir une accélération à comme 600, mais ça se peut qu'il ait comme donné la deuxième, puis comme le coup de grâce à 300. On a eu une accélération, on était en pack, puis j'ai l'impression que ça s'en vient. On a fait un 62 le tour avant le dernier tour. Fait qu'un 62, puis on a comme maintenu le même pace, puis à 300 de la fin, là, il est vraiment parti, là, vitesse max, puis on s'est ramassé à fil, puis c'était comme... On donne ta tout. bloc, puis tu donnes tout, puis finalement, j'ai été 4e jusqu'à peu près à 120 mètres de la fin, j'ai l'impression, 150 mètres de la fin. Puis j'ai dépassé l'Américain Manuel Barr. Puis comme en le dépassant, ça m'a comme donné un peu un bon momentum. Puis j'ai vu que Kieran, qui avait essayé tout de suite d'accrocher avec Woody, qui a comme un peu payé le prix avec à peu près 100 mètres à faire. Fait que s'il met à ralentir un petit peu, puis moi je l'ai dépassé.
avec peut-être 40 mètres à faire, puis essayer. Mais moi, j'étais sur mon aire d'aller, puis Ouais. il était un peu. Il avait un peu cassé dans le dernier 100 mètres, fait que je l'ai passé, mais c'est ça a donné 54 au dernier tour, ce qui est quand même dans mes meilleurs finishes à vie. Là. Ouais. Ben oui. Ben, c'est ça, après avoir, tu sais, quasiment jogué 4000 mètres, là, t'as accéléré un petit peu dans le dernier 1000 mètres, ben là, ouais, c'est ça ce que ça peut Ben, donner. c'est ça. Pour un athlète, mettons, comme moi, qui est meilleur sur le long, c'était quasiment. Tu sais, j'ai de la misère à faire 54 en entraînement parce que je suis pas assez réchauffé ou j'ai pas le momentum, mais Ouais. versus en compétition, tu sais, ça faisait justement 4200 mètres qu'on courait, qu'on se réchauffait, puis on Ouais. était on avait un bon momentum, fait qu'accélérer comme ça, j'ai l'impression que ça se fait mieux en fin de course que juste Ouais. à l'entraînement, partir un 400 mètres et dire bon, faut que je cours 54. Là. Ouais. Dans le feu de l'action, avec l'adrénaline, tu sais, Ouais. tu te dis, ah ouais, je rattrape du Mais je suis monde. quand même reconnu. Là, ma force, c'est le dernier 200 mètres dans les courses. Là, peu importe le pace, que ce soit une course excessivement rapide ou une course stratégique, j'ai toujours un bon 200 mètres. Fait que moi, mon plan, c'est vraiment de me rendre à 200 mètres avec le pack. Je me disais que rendu avec 200 mètres à faire, peu importe qui est avec moi, tout est possible. Puis je pense que c'était vraiment la meilleure chose à faire. Ouais. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était une très. T'as bien géré ça. Tu sais, comme tu dis, c'est super lent. Ben ok, mais je me mets en avant. Puis de même, tu sais, j'ai ma foulée normale. J'ai pas à stresser. Je suis dans le corridor 1 tout le long. Je cours vraiment smart, tu sais, au final. Ouais, c'est ça. Puis King Cake, j'en reviens quasiment pas. Parce que je me souviens d'avoir vu un moment donné ça au début, là, après 1000 ou 2000 mètres. Il avait mené un ou deux tours. Puis là, il s'est littéralement tassé sur le côté pour laisser passer l'autre. Tu sais, il faisait comme signe. Puis je suis comme. Chris, là, vous joguez, puis t'as un sub 13, puis tu sais, comme, c'est quoi cette affaire-là de Lui, genre... il a couru quasiment 2 minutes plus lent que son PB. Ça n'a vraiment Non, pas mais rapport. ça a aucun sens, tu sais, moi, j'en revenais pas, j'étais comme, ben voyons donc, tu sais, comme, je vois pas l'avantage qu'il y avait à ça, honnêtement, parce que c'était tellement il a joué lent. un petit peu plus. Il a pris un petit peu plus de risques en faisant une course excessivement C'est lente ça. comme ça. Puis si ça avait été super lent et il avait accéléré avec un 4 tours à faire, ben, c'était évident qu'il aurait remporté la course pareil parce que il y a quand même une coche en haut de tout le monde. Ouais. Mais là, partir avec 300 mètres à faire, c'est vraiment jouer avec le feu parce que un dernier 300 mètres, tu sais pas vraiment qui Ouais. Qui va être capable de pousser très fort. C'est ça, tu sors son dernier 200 mètres le plus vite à vie, puis finalement, il est pas à la fin. Puis... Mais tu sais, c'est cool. Moi, je suis vraiment content d'avoir été capable de rivaliser avec lui quand même. Là, même s'il m'est prêt à prendre un petit peu plus qu'une seconde, mais c'est un gars qui fait des finales aux mondiaux en finissant fort sur 5000 mètres. Fait qu'être pas si loin dans le dernier tour d'un athlète qui fait des finales aux mondiaux, c'est quand même encourageant. Puis c'est motivant pour le futur. Puis je sais que je suis capable de faire ça maintenant. Y a pas de... Peu importe c'est qui l'athlète, il n'y a pas vraiment de restrictions. C'est bon, je cours pour gagner. Puis... Ouais. Ouais, tu parlais du système là, qui influence le World Ranking là, en fonction des temps que vous faites. Là. Fait que, tu sais, dans le fond, ça veut-tu dire, lui, ben, ça lui dérangeait pas, en fait, d'avoir une course lente? Ben, ou ça veut-tu dire que comme lui, surtout aux États-Unis, il y a tellement une grosse profondeur qu'ils n'ont pas vraiment le choix de courir le standard pour faire les championnats du monde. Puis c'est un athlète qui court le standard, fait que ça lui dérange un petit peu moins. Ce qui est bon pour les athlètes un petit peu comme moi, c'est que les chances que je réalise le standard qui est 13,07 sur 5000 mètres sont assez minces. Sauf qu'avec le nouveau système de pointage, dans le fond, la course est cotée selon un type, mettons, d'importance. Ça vaut certains points. Si tu finis 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, ça vaut des points. Puis ça additionne, dans le fond, à ton pointage que ta performance te donne. Fait que si, mettons, ta perf te donne 1000 points, puis tu gagnes 180 points, mais c'est comme si tu avais couru une performance de 180 points. Fait que ça influence positivement ton classement mondial. Mais là, en courant une performance de 14,49 qui vaut peut-être 900 et même 800 quelques points, ben ça sert. Ça ne sera même pas dans le fond, c'est les 3 meilleures performances qui comptent en termes de points, puis ça fait que ça ne sera pas dans mes 3 meilleures performances. Ah, mais c'est intéressant. Oui, vas-y, continue.
C'est juste ça, le côté, c'est cool. Je suis vraiment, vraiment content de ma performance, mais c'est ça le petit côté décevant d'avoir un peu passé à côté une chance comme ça de ramasser des points énormes. C'est sûr que c'est un petit peu plate, mais en même temps, c'est une course de championnat. Tu cours pour le positionnement et non pour le temps. Fait que j'ai fait le choix de courir pour le positionnement. Puis tu as bien représenté le Québec. Tu as eu c'est ça, exact. T'as eu le meilleur classement d'un Québécois là, avec une médaille d'argent. On le mentionnera après les autres médailles qu'on a eues québécoises, mais c'est ça, c'est un super résultat. Puis t'as réussi à battre des gens qui, normalement, selon leur PB, devraient être devant toi, mais avec une bonne stratégie, puis un bon entraînement, une bonne adaptation, tout ça à la chaleur, ben ça a payé. Puis une course très intelligente, de pas faire nécessairement comme tout le monde qui sont comme, ben là, je veux pas mener. À un moment donné, tu dis, ben ok, je vais me ramasser devant, puis je vais pas push le pace, je vais juste aller à mon pace, puis c'est ça, exact, juste cruiser je pense que même Gérard me disait que j'avais fait un 1,18. Tu sais, faire une 18 en avant jogger, c'est pas épuisant. Là. Non, c'est dans une course 5000 mètres, tu sais, même pour moi, puis tu sais, je suis pas du tout du même calibre que toi là, sur 5000 mètres, c'est quand même relax, là, un 78. Ouais, en haut de 3 minutes au kilo, ça commence à être... Ouais. C'est plus du pace 5000, mettons. Ouais, non, c'est ça, c'est même pas du pace 10 000 en soi, là, fait que c'est ça. Fait que, ben, en tout cas, félicitations pour ça. Puis bon, vite fait, on voulait savoir comment va l'entraînement de ton côté, puis est-ce que c'est quoi aussi tes prochaines courses à venir? Ben là, c'est sûr que là, les NACAC, dans le fond, ma saison, elle aurait probablement terminé plus tôt si je n'avais pas compétitionné au NACAC. Fait que là, après la course que j'ai faite samedi, j'étais en repos pour 5 jours, si je ne me trompe pas. Fait que je prends 5 jours de repos, puis après ça, je vais rebuilder un build-up, dans le fond, pour courir au championnat canadien universitaire, pas universitaire, excusez, championnat canadien civil à Ottawa. Oui. Puis, fait que ça, c'est comme le gros target de l'automne. De cross-country, là? Oui, c'est la sélection pour les championnats du monde. Oui, puis justement, ben, on allait le mentionner plus tard, on va le mentionner tout de suite. Ça vient d'être annoncé que ça va plus être au même endroit que l'année passée. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Dans le fond, tu nous avais parlé que c'était rough, là, ce parcours-là, c'était un peu débile. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'était cowboy. Le parcours était vraiment cowboy. Avec les conditions météo qu'il y avait eu avant la course, c'était vraiment dangereux. Il y avait mouillé, on avait fait la reconnaissance des parcours, il y avait des trous de pieds de tout le monde qui avait marché le parcours la veille. Puis pendant la nuit, avant la compétition, ça a tout gelé parce qu'il faisait moins 15. Fait que c'était excessivement dangereux. S'il y avait eu une météo normale, j'ai l'impression que le parcours aurait probablement été correct, mais ils n'ont juste pas pris de chance. Puis ils ont changé sur un parcours qui a déjà été fait avant. Puis ils savent qu'il ne sera pas dangereux, mettons, pour les athlètes comme... mettons, si Mohamed décide de se pointer, il n'y a pas de risque de blessure associé au parcours. Ouais. Je pense que c'est plus pour ça. Il voulait s'assurer d'avoir une grosse profondeur quand même au championnat canadien pour être certain que c'est des athlètes qui sont top, qui ne prennent pas de chance de se blesser pour justement juste pour cette compétition-là. Ouais, non, je pense que c'est moi, peu importe le parcours, je vais être en forme le plus possible. Puis je pense que si je suis en bonne forme de cross-country, je peux encore tirer mon épingle du jeu puis faire un bon classement là-bas. Puis espérons-le que je vais me classer pour les championnats du monde de cross-country qui ont lieu au mois de mars, je pense, 2023 en Australie. Ça te prendrait quelle position pour te classer? Je crois que pour les mondiaux, ils prennent le top 6 parmi les 10 premiers. Okay. Fait que dans le fond, les 6 premiers athlètes qui décident de participer au championnat du monde, mais il faut absolument que ça soit dans les 10. Il faut que tu termines dans les 10 premiers. Ouais, OK. Ben, en tout cas, tu l'as déjà fait. C'est ça. Je pense que c'est réaliste de vouloir espérer de me classer. Puis, on va tout faire pour faire ça. Puis sinon, mon automne, je voulais peut-être faire un demi-marathon, mais je ne suis pas encore certain. Parce que je ne veux pas précipiter non plus le build-up pour justement rusher les choses et finalement pas être satisfait de ma performance. Fait que ça va être encore déterminé avec
avec Félix-Antoine, de voir qu'est-ce qu'on fait. Puis justement, faut que je fasse une rencontre avec lui là, dans les prochains jours pour déterminer les plans de la prochaine année, puis voir les objectifs, puis parler aussi de tout ce qui s'est passé cette saison, puis comment on pourrait améliorer certaines choses, puis focuser sur la prochaine saison. Oui, ben, somme toute, que... Oui, vas-y, Mathieu. Est-ce que c'est possible que tu sois aux 10 km de l'Université Laval? Oui, exact. Là, en fait, cette année, je suis ambassadeur pour le 10 km de l'Université Laval. Fait que c'est sûr que je vais être présent. Puis assurément que je vais essayer de défendre mon titre de champion pour une 3e année consécutive. J'espère être en mesure de le faire. Malgré que je reviens d'un off, j'ai quand même accumulé une bonne forme tout au long de la saison. Fait que je pense que me remettre en forme rapidement pour le 10 km sans être sur le pic de ma performance, ça devrait être bien pour essayer de combattre pour gagner ça. Cool. Ben moi, j'espère aussi que ça va être une course stratégique, le 10 km, pour que je puisse m'accrocher un petit peu. Mais ouais, on verra. À la fin, je pense que tu as quand même un bon kick, comme tu as pu nous le montrer tout récemment. Un kick assez bon pour battre des coureurs 13 bas. Aussi, tu mentionnais demi-marathon, c'est pas sûr, mais s'il y en avait un, as-tu une idée, ça serait lequel? Oui, on avait parlé de peut-être courir à Toronto, le demi-marathon, mais comme c'est 16 octobre, ça s'en vient quand même rapidement. Là, je prends 5 jours de repos. Après 5 jours de repos, tu peux pas non plus revenir direct au millage que tu faisais avant. Il faut prendre son temps. Puis, je ne peux pas non plus faire d'entraînement spécifique trop tôt dans la saison. Fait que ça va être à discuter encore. Il n'y a rien de sûr, mais ça reste dans mes pensées. Sinon, ça serait probablement Houston au mois de janvier, là, qui serait le deuxième choix, si jamais. Deuxième ou premier, là, peu importe. Là, Si jamais vous prenez la décision de faire un demi. Ouais, ben si Houston, il y a la profondeur pour courir vite. Oui. La météo est souvent bonne. Fait que, la date aussi, si je fais un demi-marathon en janvier, ben, ça n'impacte pas vraiment les distances ou l'entraînement pour la saison estivale. Fait que c'est sûr que ça aussi, c'est un plus. Puis, dernière chose avant qu'on te laisse, tu mentionnais 13,07. Ça, c'est les nouveaux standards révisés, dans le fond, de World Athletics qui viennent encore de rendre plus difficile. Bon, on ne le mentionnera pas dans l'épisode parce que c'est juste trop déprimant, mais ils viennent de rehausser les standards encore plus. Fait que là, maintenant, il faut, comme tu mentionnes, il faut trouver d'autres façons, à part quand tu es vraiment comme dans le top, je sais pas, vraiment le top mondial, il faut que tu trouves d'autres façons de te classer, entre autres avec des compétitions qui donnent des points bonus. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses de cette décision un peu de rehausser les standards encore plus? Ben, j'ai l'impression que dans le fait qu'ils mettent les standards plus durs, ça va aider des personnes comme moi parce qu'il y a probablement moins de monde qui vont réaliser les standards. Fait qu'il va y avoir plus de spots au classement mondial. Fait que peut-être que je pense à ça vite, là, j'ai pas vraiment analysé ça encore, mais j'ai l'impression que s'il y a juste 10 ou 15 gars qui font le standard au lieu de 35, ben ça donne plus de spots parce que dans le fond, c'est top 42. C'est les 42. C'est 42 athlètes qui ont le droit de participer au championnat du monde. Fait que s'il y a 10 ou 15 athlètes qui font le standard, ben, tu as tout le reste jusqu'à 42 pour justement passer au World Ranking. Fait que peut-être qu'avec ça, j'ai peut-être une chance de me glisser dans le top 42 là, en faisant les compétitions qui donnent les bons points puis en courant vite, là, ça c'est certain. Même s'il y a des bons points, il faut aussi faire la performance qui se rapproche quand même du standard. Là. Tu ne peux pas passer au World Ranking avec un temps de 13,35. Il faudrait quand même que je cours en bas de 13,20, je pense, la prochaine saison pour pouvoir espérer être dans le top 42. Puis il y a aussi l'aspect d'être top 3 au Canada qui est aussi complexe. Avec Mohamed Ahmed, Justin Knight, il y a Charles là, qui est rendu sur 5000 avec un temps de 13-12. Ensuite, tu as Kieran Lung, tu as d'autres athlètes, Ben Flanagan qui sont là. Fait que c'est sûr que c'est pas. La porte n'est pas grande ouverte. Là. Non, c'est ça. Il y a plusieurs années, si on était 5 ans dans le passé, je pense,
puis tu étais au niveau de forme que tu es en ce moment, là, tu aurais des pas pires chances, mais là, le niveau a, C'est ça, a le vraiment standard monté. au jeu de Rio, c'était 13-25, je pense. Mm. Fait que c'est sûr que si je faisais le 13-30 avec le standard 13-25, ben, ça serait super réaliste de me dire, bon, ben, je veux faire le standard l'an prochain, puis c'est ça l'objectif, blablabla, mais là, c'est plus le cas pantoute. Là. Ouais. Ça évolue, puis il faut faire avec, puis il faut. Ben, c'est de trouver d'autres façons que juste avec son temps pour accéder à cet objectif-là. Ça devient un petit peu plus. Plus de calcul, peut-être plus, c'est ça. Faut être opportuniste. Exact, il faut prendre des bonnes décisions. Il y a telle course à tel endroit qui donne des points, pas le choix d'y aller en forme, top de ta forme ou peut-être pas top de ta forme, mais avec les points que la course te donne, t'as pas le choix, puis tu y vas, puis faut que tu performes pareil. Puis là, tu tombes sur une course comme au Naka qui est ultra longue, puis que tu pouvais pas t'attendre à ça. C'est ça, tu peux pas toujours avoir le contrôle sur le déroulement de la course, fait que c'est sûr que ça prend de la chance, puis ça prend une bonne forme. Puis il faut être là. T'sais, au final, c'est ça. C'est une bonne forme, ça revient à ce que tu dis. Il faut être là. Le fameux quote de. Je pense que c'est Gretzky. Là, tu manques 100% des shots que tu prends pas. Il me semble que c'est lui qui avait dit ça. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est ça. Il faut que tu prennes un shot. Puis, c'est ça. C'est ça. Puis, il n'y a pas juste les. C'est sûr que c'est cool de participer au championnat du monde, mais si tu participes pas au championnat du monde, il y a plein d'autres compétitions qui sont cool. C'est tout le processus aussi de courir vite qui est le fun. C'est pas juste tu participes au championnat du monde, c'est hot. C'est ça, c'est pas juste tout les ce qui est Olympiques. L'entraînement, puis se rendre à aller faire une compétition en Californie, aller faire une compétition à New York, aller faire des compétitions en Europe. C'est tout le processus qui est cool là-dedans. Si tu participes au championnat du monde, c'est sûr que c'est comme la cerise sur le sundae. Puis sinon, tu te recraignes pour l'année d'après, puis tu essaies de faire l'année d'après. C'est ça. Puis le reste du sundae est bon aussi. La crème glacée aussi, elle est bonne. Fait que, merci beaucoup, Thomas Fafard. Merci, de nous avoir Thomas. Éclairé sur ton expérience récente. Puis c'est ça. Pour ta présence, merci beaucoup. C'est beaucoup apprécié. Je pense que nos auditeurs sont très contents d'avoir. Merci les gars de m'avoir invité pour un bref petite entrevue en live. Puis je vous souhaite une bonne soirée avec la fin du podcast. Super, merci beaucoup. Salut. Là. Salut. Ciao. Parfait. Donc, laissez-nous savoir, chers auditeurs, si vous aimez ça, des petites interventions comme ça d'athlètes de haut niveau, ou peut-être on pourrait faire ça aussi avec des coachs. Laissez-nous savoir dans les commentaires sur Facebook, Instagram. Puis si on a des beaux commentaires positifs, on va continuer à faire ça. Merci encore, Thomas Fafard, super généreux de son temps. Puis on a réussi à organiser ça à la dernière minute. Il a été super sympa d'accepter. On poursuit avec les performances. Donc, on avait mentionné que Fafard avait été le meilleur Québécois. On a aussi eu Charles Philibert Thibouteau, qui est allé chercher une médaille de bronze. Il a fait un temps de 3:37.91 et c'était serré. Une course semi-stratégique, je dirais pas tant stratégique, c'est quand même des chronos semi-rapides, là, si on veut, sur 1500 mètres, autour de 3:38. C'est pas le record personnel de Charles, mais c'est pas non plus super lent. Il a terminé à seulement 0.29 secondes la première place. Donc le premier, c'était 3:37.62. Deuxième, 3:37.88. Seulement 3 centièmes devant lui. Lui a fait 3:37.91. Et finalement, le quatrième était 3:38.04. Donc aussi très serré. Oui, c'est serré pour un 1500 mètres, des petites fractions de seconde de même. Peut-être le premier, il y a un petit peu de distance, mais le deuxième, troisième, quatrième sont ultra serrés. Donc, félicitations à Charles Philibert Thibouteau pour une belle médaille de bronze au championnat NACAC. Et aussi Jean-Simon Desgagnés est allé chercher le bronze aussi au steeple. 8:33.25 au 3000 mètres steeple. Un beau sprint final pour monter sur le podium. Il est pas loin de son record. Il est à 10 secondes de son record personnel de 8:22. Donc, on imagine un petit peu stratégique, mais pas complètement non plus. Donc, pas comme le 5000 mètres. En gros, c'est juste, on a vu le 5000 mètres. Il n'y a pas grand-chose comme le 5000 mètres. Non, c'était juste la course stratégique ultime.
Ouais. À regarder, c'est sur YouTube. Oui. Oh, oui. Écrivez-nous si vous voulez le voir le lien, sinon essayez de le googler puis de le trouver. Mais googlez NACAC 5000 mètres. Ben, en fait, non, c'est pas 5000 mètres. Faut regarder NACAC puis un stream. Puis là, faut regarder. C'est un long vidéo de 5 heures, Ouais. puis le 5000, il dure un 15 minutes là-dedans, là, mais on pourra donner, je me rappelle plus exactement à quel moment il commence, mais on pourra le donner, là, on pourra le retrouver Ouais. si des gens nous demandent. Si vous nous le demandez, ben, écrivez-nous. D'ailleurs, ça me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait écrit, puis je l'avais vu, puis j'avais oublié de répondre parce que je ne pouvais pas répondre sur mon cell. En tout cas, je vais répondre tout de suite après le podcast. Désolé à cette auditrice. Donc, on va regarder, puis on va vous répondre. Inquiétez-vous pas, on se met là-dessus. Donc, félicitations à nos 3 Québécois médaillés au championnat NACAC. Je te laisse continuer. Oui, fait que c'est ça. Fait que les championnats NACAC avaient lieu la fin de semaine qui vient de passer. Fait que là, on recule de plusieurs semaines. Une publication d'Éric Fournier qui mentionnait, c'était le 29 juillet, c'est Charles Fubert-Thibouteau. Il était à la Ed Murphy Classic. C'était à Memphis, au Tennessee. Il a terminé 2e d'un 3000 mètres parti trop lentement à son goût et duquel il a dû gruger de l'énergie pour en assurer le rythme et court un 7,49,86. 7,49,86, j'ai vérifié, c'est quand même 1116 points là, sur la calculatrice. Puis ben, c'est à 5 secondes exactement de son PB qui est à 7,44,86. Quand même une course à 2,37 du kilomètre. Merci à Éric Fournier pour la publication. D'ailleurs. Ouais. 2 semaines après, Charles il était à la soirée Rouge et Or au PELS à l'Université Laval. Cette fois-ci, c'est un nouveau record canadien aux 2000 mètres en 4,56,88. Tu me disais que le 2000 mètres, il est moins fréquent. Hein? Oui, ben c'est pour ça qu'il a réussi à quand même enlever 3 secondes environ Quasiment 3 au record. secondes. T'sais, normalement, Ouais. 2000 mètres, ça serait difficile d'aller enlever 3 secondes. Ben, 3 en secondes. tout cas, 3 secondes sur la distance de 2000 mètres. Puis c'est ça, c'est 1164 points. Donc, il y a des performances plus élevées de Charles quand même. Ça reste un record canadien, c'est très fort. Mais le 2000 mètres, c'est pas une distance commune. C'est une distance plus commune chez les plus jeunes. Des fois, au lieu du 3000 mètres, ils courent le 2000 mètres quand ils sont, je sais pas, en juvénile ou benjamin. Mais au niveau senior, c'est plus rare, mais il existe quand même des records, il existe des courses, mais c'est très peu fréquent. Donc, c'est ça, ils ont organisé ça justement pour qu'ils brisent le record. Il y avait... OK. Vas-y, je te laisse continuer. Oui, ben en fait, l'ancienne marque là, canadienne qui était détenue par l'Olympien Nathan Brannan, mais ça datait de 2013. Donc, comme on disait, là, c'était 4,59,56. Donc, il a retranché plus que 2 secondes et demie. Puis, effectivement, en fait, il a fait ça avec Jean-Simon Desgagnés et Thomas Fafard qui ont agi à titre de lièvre pour aller chercher le record national. Travail d'équipe. Donc, on a oublié de questionner Thomas Fafard sur c'était quoi PC Charles pour un record. Mais bon, pour prochaine fois, j'imagine qu'il nous aurait dit, ben, j'ai fait l'allure demandée. Puis c'est ça. C'est ça. En tout cas. Donc, ben, hey, mais pour mon info, comment ça fonctionne? S'ils sont 2 à faire le lièvre, ils partent les 2 dès le début de la course ou il y en a un qui embarque après 1 kilo? Ouais, c'est ça. Non, c'est interdit d'embarquer après. C'est ça. Okay. Tu n'as pas le droit. Bon, je sais pas. Je sais pas, peut-être certaines courses le permettent, mais en général, moi, j'ai jamais entendu parler d'une course qui laissait un lièvre embarquer après le départ de la course. Puis j'ai l'impression que ça pourrait invalider le record. Donc, d'habitude, un lièvre, tous les lapins de course les lapins de cadence doivent partir en même temps. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a le premier lapin qui va lâcher, c'est lui qui va mener au début. Puis ensuite de ça, le premier lapin il lâche, puis là, le deuxième il reste un petit peu plus longtemps, puis après ça il se tasse aussi. OK. J'aurais été curieux de savoir sur 2000 mètres, là, c'est combien de distance qu'ils font comme lapin? C'est-tu un seul tour chacun? Ou oh non, plus que ça. Moi j'imagine j'imagine peut-être ça a été peut-être 800 000. C'est quand même juste 5 tours. Hein? Ouais, peut-être 2 tours, 3 tours. Ou peut-être 1000 mètres, 1400 mètres, quelque chose du genre, j'imaginerais qu'il pourrait faire. Là. Peut-être 1400, ça devient un peu beaucoup là, pour un record de même. Pour un 2000, oui, c'est ça. Mais, c'est beaucoup demandé. Ouais. Okay. C'est quand même, pour vous dire,
Sur 1000 mètres, si on sépare en deux, 4,57 en gros, mettons 4,58, ça revient à 2,29 du kilomètre. Donc, ça reste quand même très rapide. Yes. Il y a eu les Jeux du Commonwealth à Birmingham. Ça, c'est en Angleterre. Ouais. Au Royaume-Uni, c'est-tu la même chose, le Royaume-Uni, l'Angleterre? Non, le Royaume-Uni, c'est plus grand, puis en... l'Angleterre fait partie Ok. du Royaume-Uni. Je connais ok, pas plus ok. de détails Là, que ça. j'avais peur d'être en train de dire une niaiserie, en tout cas un petit peu. Mais bon, l'Angleterre fait partie du Royaume-Uni. Ok, Ouais. merci. Donc, on avait 3 Québécois qui allaient là-bas. Donc, William Paulson, qui a participé, lui, c'était le 1500 mètres. Il s'est qualifié pour la finale avec un chrono de 3,38,36. Et en finale, quelques jours plus tard, il a terminé 10e avec un PB égalisé exactement. Il a fait 3,33,97. Il avait fait exactement ce même temps-là en avril à la Brian Clean Invitational. Donc, mais il a terminé 10e à la finale. C'est quand même un temps là, qui donne 1189 sur la calculatrice. Quand même très solide. Puis bon, pour ceux qui étaient curieux, là, juste en question de géographie, le Royaume-Uni est un pays, puis l'Angleterre, techniquement, n'est pas un pays. L'Angleterre est une nation constitutive du Royaume-Uni. Puis il y a aussi l'Écosse, qui est un pays constitutif du Royaume-Uni, Pays de Galles, puis Irlande du Nord. Donc, et tout ça, ça fait le pays Royaume-Uni. Ouais, donc je viens de l'apprendre, je ne savais même pas. Donc, très intéressant. OK. Bon, on apprend aussi en de la géographie au monde de la course. Ensuite, nos 2 autres Québécois, c'était Misha Powell et Ayanna Steven. Elle court sur des plus courtes distances. Donc, ils ont participé aux 400 mètres. Ils s'étaient qualifiés pour la demi-finale. Avec un temps là, de 53,13 pour Misha Powell et un temps de 53,45 pour Ayanna Steven. Mais les deux ont été éliminés en demi-finale. Misha qui a terminé 7e de sa vague en 53,37, donc un peu plus lente que la qualif. Et Ayanna en 6e position en demi-finale en 53,52. Donc aussi là, 7 centièmes plus lent. Puis ça ne lui a pas permis d'aller en finale. Par contre, elles se sont reprises parce qu'ils faisaient partie du 4x400 mètres. Oui. Et ils ont remporté l'or, mais à l'origine, ils ne l'avaient pas. C'était justement, c'était l'Angleterre qui l'avait, qui avait par 1 centième qui remportait l'or, mais ils ont été disqualifiés pour avoir couru en dehors du couloir. Oh. Donc, le Canada a eu la première place à ce moment-là avec un 3,25,83 pour le 4x400 mètres. C'était Steven et Powell avec McDonald et Constantine. J'ai juste les noms de famille, là, c'est dans la publication d'Athlétique Canada. Cool. Donc, une belle médaille d'or pour ça. On n'a pas tant, on n'a pas tout couvert le Commonwealth, le Canada, tout ça, mais bon, des nouvelles qu'on a vu passer, là, il y a lui qui a remporté le marathon, c'est Victor Kiplanga de l'Ouganda. Il a remporté le marathon en se trompant, en faisant une erreur en fin de parcours. Il s'est trompé de parcours. À environ 1 kilomètre du fil d'arrivée, le coureur a emprunté la mauvaise route. Un endroit où il n'y avait pas de barrière. Il a parcouru une 40aine de mètres, il est revenu sur ses pas, puis il a remporté finalement quand même en 2h10,55. Il y avait quand même plus qu'une minute et demie là, avant le deuxième. Donc. Une chance qu'il y avait une belle avance, puis en tout cas, j'en jaserai en fin, mais à la fin du podcast, mais c'était quand même très important de bien sécuriser le parcours, parce que c'est ça, dans ce cas-ci, il manquait une barrière, puis c'est toute une tâche, c'est quand même pas facile. Mais c'est très important parce que, tu sais, oui, tout athlète, puis j'ai plusieurs personnes qui m'ont déjà dit ça, tout athlète est censé connaître le parcours, mais en même temps, oui puis non, tu sais, je veux dire, essaie de faire ton parcours clair pour que l'athlète n'ait pas trop besoin de penser, surtout dans le feu de l'action, tu sais. En tout cas, ça dépend du type de course, si c'est genre... une course comme un ultramarathon, que c'est pas un parcours fermé, puis que tu sais, il y a plein de relais. Mettons, je pense,
c'était la course qui finissait sur le Mont-Royal, j'ai oublié le nom tout à coup, là, mais le MRSQ, tu sais. Bon, une course comme le MRSQ, on s'attend pas à ce que tout soit bien indiqué, tu dois connaître ton parcours, c'est clair, là, tu sais. Il y a des feux de circulation à traverser, là, tu sais. Mais dans ce cas-ci, tu devrais connaître ton parcours, mais tu sais, une course, mettons, au championnat du monde, me semble que tu devrais bien fermer ton parcours. Puis l'athlète, oui, il va le regarder un peu, mais tu sais, il devrait pas être un professionnel dans. Je me souviens plus c'est quoi le terme, là. C'est orienteering, c'est ça. Je sais pas c'est quoi le nom en français, mais c'est comme des courses entre elles où est-ce qu'il faut que tu t'orientes puis tu dois suivre des directions. Mais tu devrais pas être un pro en orienteering, c'est de la course sur route. C'est censé être assez simple. Donc, bref, on en rejasera en fin de course, mais bon, une chance, il a quand même réussi à l'emporter. Ça l'a par contre empêché d'aller obtenir le record des Jeux du Commonwealth, qui était 2:09:12. Peut-être qu'il l'aurait eu s'il n'avait pas fait cette erreur. Qui sait? Bon, en même temps, se tromper de 40 mètres, il était quand même à 1 minute 40. Ouais, c'est ça, il était à 1 minute, plus qu'une minute et demie de... Ouais, non. Ouais. Moi, dans le texte, ça disait là, une quarantaine de mètres. OK, bon, non, ça n'aurait pas influencé dans ce cas-là. Ouais. Autre histoire incroyable, c'est aux 10 000 mètres chez les femmes, c'est Eilish McColgan qui l'a remporté. Eilish McColgan qui est native du Royaume-Uni ou de l'Angleterre, peut-être plus précisément. Là. Donc, elle courait devant ses fans à un stade rempli de 32 000 personnes. Elle est écossaise, pour être précis. Écossaise? Ouais. Ah, OK. Donc, l'Écosse, ça fait partie du Royaume-Uni, oui, tu mentionnais. C'est ça, OK, parfait. Oui, elle avait un drapeau de l'Écosse à la fin, quand elle a gagné. OK. Donc, c'est ça, elle a remporté la course, une finale incroyable là, dans les 200 derniers mètres. Là, elle est allée chercher l'autre coureuse, je l'ai pas loin sous les yeux, Irène Chepté. Tu vois? Ça se peut. Ouais, OK. C'est parce que je lis en même temps, ça, je ne me l'étais pas noté. Mais oui, c'est ça. C'est Irène Chepté c'est ça, avec qui elle compétitionnait là, sur la fin. Mais en fait, c'est pas tant juste ça, c'est qu'elle a remporté 32 ans après que sa mère l'ait remporté. Sa mère, c'est Liz McColgan. Donc, qui était présente, c'est sa coach aussi. Donc, elle l'avait remporté il y a 3 ans. Puis, les deux, en fait, Eilish a aussi établi un nouveau record là, des Jeux en 30, 48, 60. Puis, sa mère, il y a 32 ans, avait aussi établi un record. Donc, tout ça mis ensemble, là, c'était assez, beaucoup d'émotions, puis très, très beau à regarder. Là. Comme course, ouais. Mais c'est fou, on a beaucoup d'histoires d'athlètes du Royaume-Uni, d'histoires père-fils, mère-fille. Là, c'est une histoire mère-fille. L'autre, c'était l'histoire avec le coureur de 1500 mètres. Il me semble que c'était White ou Wright qui l'a... ou Dwight, peut-être, je sais plus, en tout cas, qui l'a remporté devant Ingebrigtsen, puis que c'était son père, le commentateur. Donc, on l'avait mentionné la semaine passée. Ouais, c'est quelque chose. Là. Les Royaume-Uni, ils ont quelque chose avec les relations père-fils, mère-fille. En tout cas, ils réussissent à vraiment encourager leurs enfants à continuer en athlétisme après leur carrière pleine de succès. Donc, intéressant. Toujours au jeu du Commonwealth, je viens de voir, j'avais noté une publication de Runix. Dans le fond, c'est notre Canadien Evan Dunphy aux 10 000 mètres marche qui a fait ça en 38 minutes 36. Donc, c'est un nouveau record canadien, 15,5 km/h de moyenne, 3 minutes 45 du kilomètre à la marche. Si c'est 10 000 mètres, ça veut dire que c'est sur un anneau, sur une piste. Donc, les chaussures de carbone route sont autorisées pour les épreuves de marche sur piste. OK, il y avait des chaussures de carbone pour la marche. D'habitude, c'est interdit sur piste pour les courses, mais pour la marche, je sens que c'est autorisé. Donc, c'était Jake Whiteman, juste pour préciser. Je disais Dwight, c'est Whiteman, Jake Whiteman. Donc, mais oui, grosse performance d'Evan Dunphy.
donc champion du Commonwealth au 10 000 mètres marche. C'est ça, c'est quand même très rapide, là, 15,5 km/h de moyenne. Là, c'est fou. Ouais, il y a beaucoup de monde qui peuvent même pas jogger ça pendant plus de 3-4 minutes. Fait que lui, il a couru pendant 38 minutes. Mais il a pas couru, non, excuse-moi, il a marché très Le vite. marché. Ouais. Moi, 3,45 du kilo, c'est ma VMA, là. Ouais. Normalement, je tiens ça pendant 6 minutes, là, sur un test de Mi Cooper. Lui, il le fait en marchant. Pour rentrer le fer dans le plein un peu. C'est ça. Fait que ça fait le tour des quelques nouvelles là, du Commonwealth qu'on voulait mentionner. Une nouvelle que j'ai vue passer, c'était le 16 juillet dernier au championnat québécois à Trois-Rivières. C'est Guillaume Ouellette qui a réussi un record du monde, mais pas encore homologué. Donc, Guillaume qui est dans la catégorie, c'est pas du para-athlétisme, là, dans la catégorie T13. Handicap Je pense que visuel. c'est handicap visuel. Pas complètement, Donc, par contre. Il n'est pas aveugle, il est capable de voir, mais il a quand même une vision réduite. OK. Il a amélioré le précédent record du monde de sa catégorie d'1 minute. Donc, en 30 minutes, 41 secondes 28 centièmes. Une minute. Une minute. Chrono qui était détenu depuis le 20 juillet 98 par Saïd Gomez. Donc, il aura fallu près d'un quart de siècle pour qu'un athlète T13 fasse tomber le record. Mais c'est ça, pas encore homologué pour le moment. Très fort. Ouais. Le 10 août, on a un nouveau record canadien pour Marco Arop, qui a terminé deuxième en 2,14,35. Ça, c'est sur 1000 mètres du meeting Hercules à Monaco. Donc, il bat de 2 secondes le précédent record canadien qui était de 2,16,52, détenu par Nate Brennan aussi. Donc, le même qui avait le record de 2000. Donc, il s'est fait voler 2 records en très peu de temps. Ouais. Oui, effectivement. Donc, nouveau record 2,14,35 sur 1 km. Et Marco Arop qui est en feu. Franchement, là, il a, non seulement il a fini, je pense que c'était médaille de bronze ou d'argent au dernier championnat du monde. Ouais, d'argent. Je pense possiblement argent. Puis là, un record canadien par 2 secondes sur 1000 mètres, qui est une distance assez courue. Je te dirais, oui, à l'extérieur, ça l'est un petit peu moins. C'est plus souvent à l'intérieur, mais quand même, c'est pas pire couru. Puis c'est ça, il enlève 2 secondes. Donc, c'est très impressionnant. Son premier 800 mètres, 1,45. Ouais. C'est pas loin de son record, là, me semble. C'est autour de 1,40. 1,44, 1,43 son je sais pas. Je me rappelle pas, mais oui, ça doit pas être très très loin. Ouais. Puis le 2,14,35, c'est le deuxième plus rapide au monde cette année. C'est 1,43,26 son meilleur 800 mètres. Fait qu'il y a à peine même pas 2 secondes derrière. OK. Puis 18e plus rapide de l'histoire. C'est vrai, ça? 18e kilomètre, 18e performance aux 1000 mètres. Ah oui, non, mais c'est toute une performance. Ça ne me surprendrait pas que ce soit la 18e meilleure de tous les temps, du moins extérieure. Puis deuxième plus rapide au monde cette année. En fait, deuxième, le plus rapide, c'est celui qui a fini premier. Oui, effectivement, s'il a terminé deuxième. Ah oui, c'est vrai. Je vais te laisser aller avec l'autre. En attendant, je vais vérifier combien de points ça vaut, ça. Oui, ça risque d'en valoir pas mal beaucoup. Bon, on avait aussi les Jeux du Canada, finalement. On avait mentionné, on avait plusieurs Québécois qui s'étaient qualifiés au Challenge Vainqueur Plus. Donc, au total, 24 médailles d'or pour le Québec. Une de plus qu'en 2017, quand c'était à Winnipeg. Là, c'était à Niagara. On a eu 12 d'or, 4 d'argent, 8 de bronze. Donc, beaucoup de médailles d'or. Audrey Leduc a vraiment été la star de l'équipe du Québec. Elle a remporté 3 médailles d'or et est allée chercher 2 records. Donc là, on va aller regarder dans la publication d'Athlétisme Québec, de la Fédération québécoise d'athlétisme. Tout d'abord, elle a enregistré un nouveau record des Jeux du Canada au 100 mètres avec un 11,55.
là, on est côté féminin, 11,55. C'est très rapide. Elle a aussi remporté le 200 mètres en 23,7. Elle était aussi sur le relais 4 x 100 mètres avec Jordan Savory, Audrey Jackson puis Marie-Héloïse Leclerc. Et elles ont remporté l'épreuve en 44,74. Il y était un nouveau record des Jeux du Canada, nouveau record du Québec senior. Et elle était aussi au saut en longueur, Audrey Leduc. Elle a terminé quand même 5e avec un record personnel de 6,10 mètres. Donc, vraiment la star du Québec. Je pense que j'ai lu qu'elle allait porter le drapeau du Québec à la cérémonie de clôture, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. On a aussi Catherine Beauchemin qui a été dominante dans les épreuves de fond, selon la publication de la FQA. Donc, elle a eu 2 médailles d'or, une au steeple, 3000 mètres steeple avec un chrono de 10,09,69, 10 secondes devant la deuxième. Puis aussi au 1500 mètres, elle a remporté en 4,25. C'est dans les derniers 100 mètres vraiment que ça s'est joué, une course un petit peu plus stratégique. Donc, on a aussi eu Gabrielle Dupuis des Olympiques spéciaux qui a réussi à remporter le 100 mètres en 200 mètres. Et aussi chez les athlètes paralympiques, Clisson Janebay qui a remporté le 100 mètres, 400 mètres fauteuil roulant en 17,30 et 1,04,30. Et c'est ça, on a des belles progressions. Oui, vas-y, tu voulais dire la performance? Oui, en fait, oui, pour Gabriel, dans le fond, le 100 mètres, il l'a fait en 11,30 et le 200 mètres en 23,33. Ah oui, merci de la précision. Oui, aussi donc des 2 nouveaux records des Jeux du Canada, en fait. Je n'avais même pas mentionné. C'était des records des Jeux du Canada pour les Olympiques spéciaux, pour les athlètes olympiques spéciaux. Donc 11,30 et 23,33. Des chronos très rapides. Et est-ce que tu avais trouvé finalement pour ça équivalait à combien son oui, c'est 1198 points. OK, fait donc, presque 1200. Pour le 2,14,35. Il manque juste quelques ouais. petites poussières. Donc, très solide comme performance pour Marc Wara. Et c'est ça, on avait beaucoup de succès chez les équipes de relais. Donc, en gros, je ne vais pas aller trop dans les détails. Ah ben, quand même, il y a des noms, qu'on reconnaît. Bon, on va aller vite fait. Chez les femmes, Marie-Héloïse Leclerc, Marie-Frédérique Poulain, Audrey Jackson, puis Sophie Bas au 4x100 et au 4x400, excuse-moi, qui l'ont remporté. Et chez les hommes, on avait Cédric Flippo, Michael Nkou, Zachary Mamayari et Olivier Desmeules, qu'on a récemment reçu au podcast. Je me demande s'il a pris quelques bières avant de courir, la soirée avant de courir son relais au 4x400 mètres, qui ont fait un chrono de 3,10,50, ce qui représente la deuxième meilleure performance de l'histoire pour une équipe de 4x400 mètres québécoise. Le record, c'est 3,08,20. Puis finalement, on a aussi eu Audrey Jackson et Mathieu Baudet, multimédaillés. Audrey Jackson qui a fait remporter l'argent aux 400 mètres avec un nouveau record personnel de 53,98. Le bronze aux 200 mètres, 23,94. Et il y a aussi Mathieu Baudet qui s'est illustré au 1500 et au 5000 avec 2 médailles de bronze. Donc, félicitations à Mathieu, qu'on a déjà aussi reçu au podcast. Je ne vais pas plus m'attarder. Je vais juste mentionner l'équipe des entraîneurs qui étaient présents. Donc, on avait Marc-André Roy, Laurence Baudet, Nicolas Rel, Luc Lafrance, Samuel Marion, Anne-Marie Fortin, Marion Lédet. Et il y avait les gérants Geneviève Cardalor-Infray et Félix-Antoine Lapointe, l'entraîneur-chef du Québec. Je ne sais pas c'est quoi le titre exact, mais en tout cas, il représente quelque chose du genre
comme un entraîneur-chef pour la Fédération québécoise d'athlétisme. Donc, félicitations, un bilan somme toute assez positif pour les Jeux du Canada à Niagara. Yes. Et ben, c'est ça. Donc, c'est ce qui conclut nos nouvelles. Finalement, je voulais revenir brièvement sur le demi-marathon Mont-Tremblant, dont j'étais ambassadeur, fier ambassadeur pour une Ah ben, troisième année. avant, il y avait Oui. juste une petite nouvelle que tu as effleurée tantôt avec Thomas. Oh, bon, on Je l'a sais pas déjà si tu dit voulais. que ça avait changé de Oui, place. Là. OK. En gros, c'était les championnats canadiens Oui, de cross-country civil qui changeaient de place. Donc, on l'a mentionné. ouais, Ça disait pour correct. des raisons de sécurité. Puis Thomas était bien d'accord. Mais bon, lui, il disait, ben, peu importe c'est quoi, je vais y aller. Mais en effet, on veut quand même prioriser la santé de tous les athlètes puis la participation de tous les athlètes pour avoir vraiment Ouais. le meilleur peloton possible. Mais donc, je vais revenir sur le demi-marathon Mont-Tremblant. J'étais ambassadeur. J'ai aussi organisé les lapins de cadence ainsi que les élites. Je tiens à remercier tous les lapins qui ont répondu à l'appel. C'était vraiment super. J'étais super content. Merci. J'imagine qu'il y a certains qui étaient des auditeurs du podcast. Donc, merci à vous qui avez répondu à l'appel. Ça a été une super belle expérience pour moi d'organiser ça. Et merci aussi aux élites qui sont présentées, s'il y en a qui écoutent le podcast. J'imagine qu'il y en a quelques-uns qui le font. Donc, pour résumer les résultats, on va commencer avec le 10 km. On avait des élites au 10 km puis au 21. Le 5 km, c'est un peu moins populaire pour les élites parce que, bon, de se rendre à Mont-Tremblant pour courir un 5 km, surtout quand il n'y a pas de prix. Ben, techniquement, il y avait des prix, il y avait des caisses de Boréal, on aurait dû le mentionner. Mais c'est ça, pas de prix officiel. C'est sûr que c'est un peu moins alléchant. On va commencer côté masculin au 10 km. On avait Alvaro Cueto, qui était notre élite annoncée pour le 10 km. Mais on a aussi un élite surprise qui s'est rajouté vraiment à la dernière minute. Le jour d'avant, il m'a écrit un message. Puis on a été en mesure de l'ajouter. Donc, ça a été remporté par Nicolas Paradis en 33:01.7. Donc, il s'est mérité une paire de souliers Skechers de son choix. Ensuite, Alvaro Cueto a terminé deuxième en 33:40. Et en troisième place, Simon Boutillier, 34:24. Si on regarde du côté féminin pour le 10 km, ça a été remporté par Maude Raymond, 38:10.6. Donc, elle aussi se mérite une belle paire de souliers Skechers de son choix. En deuxième position, on avait aussi une autre élite annoncée, Claudia Girard-Morin, qui a terminé en 40:41. Finalement, en troisième position, c'était Mireille Gariepi, 44:09.8. Maintenant, si on retourne au demi-marathon, je vais vous raconter un petit peu brièvement ma course. J'ai eu la surprise de voir qu'il y avait Kevin Bédard qui était présent finalement. Il n'avait pas été annoncé dans les élites parce que dans le fond, il n'avait pas vu ma publication Facebook ou mon annonce au podcast des élites. Donc, il s'est acheté son inscription lui-même, puis on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu passer il est passé entre les mailles du système. Une autre raison de bien écouter le monde de la course pour avoir des annonces quand il y a des inscriptions élites disponibles. Mais bon, au final, il est rentré dans son argent parce qu'il a quand même fini deuxième. Mais c'est ça, je l'ai vu sur le départ. Puis là, j'ai fait OK, je vais avoir un peu plus de défis que je pensais. J'avais déjà une idée vu que je connaissais les autres élites. Parmi les élites, il y avait aussi Jean-René Caron et il y avait Félix Côté. Au final, j'ai commencé la course ça n'a pas pris trop de temps que c'était moi et Kevin qui courions ensemble. Ça part très vite parce qu'on descend une grosse côte au début. On part dans comme le village de Mont-Tremblant, le village de ski. Puis là, on le descend au complet. Donc, ça part vite. Je m'y attendais quand même, vu que je l'ai déjà fait. Puis, je dirais autour de 7, peut-être 8-9 kilos, là, j'ai commencé à me détacher un petit peu de Kevin.
Ben après ça, j'avais toujours un petit stress parce qu'à partir de 12 km, on était avec le parcours du 10 km. Donc j'avais toujours un... Quand je regardais en arrière, j'ai regardé, je pense que j'ai jamais autant regardé en arrière dans une course parce que je savais que je ralentissais. J'étais vraiment plus cassé que je pensais. Je perdais vraiment du rythme malgré qu'on avait plus de downhill vers la fin. Fait que j'arrêtais pas de regarder derrière, mais je pouvais pas voir parce qu'il y avait comme plein de monde. Il y avait tous les coureurs de 10 km. Donc, un des petits désavantages d'être mixé sur un parcours, quand tu es un athlète élite, ben c'est ça. Tu n'as pas une trop bonne idée de où est-ce que les autres sont. Mais en même temps, c'est un peu un avantage dans le sens où ça me force à aller plus vite. Fait que là, tout le long, j'étais un petit peu stressé, puis j'essayais de pas trop perdre de rythme. Au final, j'allais emporter, puis il a fini 2 minutes derrière moi. Donc, j'avais pas de stress à avoir, mais à chaque fois que je regardais derrière, je voyais des gars barbus qui soufflaient un peu. Fait que là, j'étais comme, ah, c'est peut-être lui. Fait que j'avais toujours ce stress-là. Donc, finalement, c'est ça. J'ai fait en 1:09:57. Kevin, une 11:55.8. Jean-René Caron complète le podium en 1:12:47.5. Chez les femmes, justement, je parlais de l'importance de bien sécuriser les parcours. Il y a eu un problème, il y avait un endroit qui était pas complètement fermé. Puis on s'en excuse. Puis en tout cas, ça c'est clair, c'est dans les notes de l'organisation pour l'année suivante que ce coin-là, il va falloir qu'il soit bien fermé. Je me souviens quand je suis arrivé, si c'est bien le coin que je pense, quand j'étais arrivé à ce coin-là, j'étais pas trop sûr où aller. Puis là, je me souviens, j'ai comme fait un signe avec mes bras. Puis là, il y avait des spectateurs qui m'ont indiqué où aller. Mais je me souviens qu'il y avait un endroit très ambigu, qu'il n'y avait pas de barrière qui fermait. Donc, ce qui est arrivé, ben, le vélo de tête a continué tout droit au lieu de tourner parce que c'était pas fermé. Et la meneuse qui était au moment, Lainey Smith, qui était notre athlète élite avec le temps enregistré le plus rapide, là, qui devait le remporter en théorie, ben, elle a suivi le vélo pour plusieurs mètres, plus que plusieurs mètres, plusieurs centaines de mètres. Je ne sais pas exactement, je pense qu'ils ont fait 400 à 800 mètres dans la mauvaise direction avant de finalement se faire dire qu'il fallait faire demi-tour. Ben, à cause de ça, finalement, elle a terminé en troisième position, 1:25:13.9. La deuxième a été Emmanuelle Labonté, 1:24:15, 1h24:15. Et c'est Andrea Hill qui l'a remporté en 1:23:39.4. Dès que j'ai... Dans le fond, en plus, j'annonçais au photographe quand le 1h20 approchait, OK, regarde bien, là, la gagnante devrait arriver. Puis là, finalement, je vois que c'est pas elle, puis je vois le vélo peut-être qui arrive, puis là, qui m'explique la situation. Puis là, que j'étais pas bien parce que, tu sais, je suis quand même responsable des élites. Puis là, t'as une élite qui s'est faite mal diriger à cause que le parcours n'était pas bien fermé. Je me sentais tellement mal. En tout cas, j'y ai parlé tout de suite. J'ai dit, inquiète pas, tu vas voir ta bourse au complet comme tu aurais dû l'avoir. Parce que, bon, j'ai déjà eu l'expérience qui m'est arrivée. J'en avais parlé au podcast. C'était au demi-marathon de Granby. Finalement, Éric Fleury avait été super sympathique. Il m'avait, dans le fond, le vélo avait pris une mauvaise direction. J'avais suivi le vélo. À cause de ça, j'avais manqué non seulement la première place, et j'avais manqué le record de parcours qui donnait une bourse. Et finalement, il a regardé ça, puis ça n'a pas pris de temps. Il m'a dit pas de trouble, tu auras tes bourses. Donc, ben, je me suis dit, je vais faire la même chose moi aussi. Je pense que c'est la bonne chose à faire. On ne peut pas redonner à position. J'avais songé à discuter avec les filles pour voir, ben, est-ce que vous êtes d'accord de juste redonner à position, mais dans ce cas-ci, c'était quand même... elle n'avait pas une si grosse avance, apparemment, de ce qu'on m'a décrit. Puis l'autre l'a quand même remporté par quelques minutes. Donc, on ne peut pas savoir ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu le mauvais tournage. Peut-être que la deuxième l'a remporté. Je ne sais pas. Mais bon, quand il y a une situation de même, moi, je me suis dit, OK, non, je vais juste, regarde, tu as été mal dirigé, on va te compenser. Donc, dans le fond, ce que j'ai fait à la fin, dans le fond, on a reçu nos bourses. Moi, j'ai donné, dans le fond, c'était 500, 300, 200. Moi, je lui ai donné 300 de ma bourse, puis j'ai dit, je vais m'arranger avec l'organisation après pour aller rechercher mon 300 $ qui me manque maintenant. Donc, c'est ça. J'essaie de régler ça plus vite, parce que c'est ça. Puis au final, elle a quand même bien pris. Elle disait, merci beaucoup, tu as fait la bonne chose, tu sais. Mais c'est ça, c'est une chose que tu veux pas voir
que tu veux jamais qu'il arrive, parce que c'est ça, ça coûte de l'argent aussi, au final, ça coûte quand même 300 de plus. Mais je pense pour garder l'intégrité de ta course, c'est ça. Pour ça, je pense que ça vaut amplement. Donc c'était ça. Somme toute, une super belle expérience, belle ambiance. Si on oublie cette histoire de parcours mal fermé. Mais bon, j'espère être de retour dans l'organisation l'année suivante. Puis c'est sûr qu'on s'assurera que ce coin-là va être bien fermé. Mais de ce que j'ai compris, il manquait beaucoup de bénévoles. Puis je pense que c'est. Ben, tu sais, il y a quelques semaines, c'était la grande nouvelle du défilé de la fierté qui avait été annulé par manque de bénévoles aussi. Au final, c'était comme une erreur un petit peu. Il y avait quelqu'un qui avait fuck up, mais je pense aussi qu'il y a quand même, tu sais, il y a de la pénurie, des pénuries partout, il manque d'employés partout. Je pense que ça se reflète aussi en termes de bénévolat. Les gens sont un petit peu tannés de travailler sans être payés. Tu sais, c'est sûr, être bénévole dans une course, ça dépend de ton rôle, mais je dirais, ça dépend de ce que tu fais, mais ça peut être quand même assez cool. Tu peux recevoir des repas, puis des petits buffets, tout ça, mais c'est sûr. Peut-être aussi du fait de l'année et demie, 2 ans où il y avait beaucoup moins de courses, il y a des gens peut-être qui étaient habitués, qui ont perdu l'habitude, qui ont changé leurs habitudes. Ouais, j'ai noté aussi, tu sais, mon équipe de lapins pour cette course-là, c'était pas mal tout nouveau. J'ai eu très peu d'anciens lapins de cette course-là. Puis apparemment que l'organisation a envoyé un courriel quand même à ces lapins-là pour remplir les formulaires. Puis il y a eu très peu de réponses. Il y a aussi qu'avant, c'était quelqu'un d'autre qui les gérait. Fait que peut-être qu'ils répondaient plus à cette personne-là. Puis là, une personne random qu'ils ne connaissent pas, ben, ils vont être moins intéressés de lapiner. Mais au final, ben, j'ai eu une super belle équipe de lapins, donc, que je remercie encore. Mais donc, c'est ça. C'était quand même une nouvelle équipe pas mal. Pour l'endroit que tu disais que le parcours n'était pas fermé puis que ça tournait, c'est qu'en fait, à cet endroit-là, il y aurait dû avoir quelques bénévoles qui, tout le long de la course, disent OK, tournez là, tournez là. Ouais. C'est ça. Fait que à l'avenir, c'est de mettre des barrières. Ouais. Mais c'est ça. Puis au final, ça revient à ça. C'est ça. Il y a peut-être des bénévoles qui ne sont pas pointés cette journée-là. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé exactement. Moi, je gère pas tant le parcours en soi, je gère juste comme les élites, tout leur donner les bonnes informations, les lapins et tout ça. Mais c'est ça. C'est quand même compliqué comme organisation, mais il faut s'assurer de mieux faire dans le futur. Mais bon, au final, ça n'a pas affecté les autres gens parce que ça, c'était juste pour les élites, pour les femmes élites, parce qu'il n'y avait pas la moto qui ouvrait en avant. Puis, fait qu'il était comme un petit peu dans un petit vide. Peut-être que les spectateurs étaient partis à ce moment-là. Donc, c'est ça qui explique. C'est ça, il y avait peut-être personne. Il n'y avait personne en avant à suivre. Il n'y avait pas un groupe à suivre. Mais dès que tu vas un peu plus dans les temps un peu plus lents, ben là, il y a assez de monde que les gens ils se font juste suivre le suivant. Puis, on ne se trompe pas. Mais c'est ça, dans le futur, il faut quand même s'assurer qu'il y aura au moins une personne qui est là pour bien diriger les gens. Donc, c'est ça, somme toute, un beau bilan positif, une belle expérience. J'ai réussi à défendre mon titre pour une 3e année consécutive, donc j'étais très content. Félicitations. Merci bien. Et c'est ça, le parcours était plus rough que je me souvenais quand même. C'est drôle, la première année, je me souviens quand c'était les championnats provinciaux, je l'avais fait, puis j'étais comme, oh my god, c'était rough, c'était difficile. Puis là, quand j'ai fait la 2e fois, j'avais cette attente-là que ce soit difficile, puis finalement, j'avais trouvé que c'était pas si pire. Aussi, le parcours était différent, mais au final, il y avait juste moins de drops dans le parcours, donc c'était plus lent. Il y a aussi que j'ai fait un temps plus lent la 2e fois, peut-être aussi pour ça que c'était plus facile. Puis finalement, là, cette année, quand je l'ai fait, j'ai trouvé ça quand même difficile. Fait que j'avais les attentes que ce serait pas si pire. Finalement, ça a été quand même tough. Les conditions météo étaient comment? Je me rappelle pas. Très bonne. Il faisait quand même frais à Mont-Tremblant le matin, donc ça, c'était super. Peut-être un peu chaud pour ceux qui le faisaient plus lentement, mais somme toute, ça s'est très bien déroulé cet aspect-là. Parfait. Ouais, donc sur ça, on va terminer le podcast. Hey, un temps raisonnable, somme toute, malgré une entrevue avec un athlète. On remercie encore Thomas Fafard, merci beaucoup pour ton temps. Ben oui. Utilisez le code, utilisez le lien que je mettrai si ça vous tente d'investir dans les marchés sans frais pour les actions canadiennes. Et si vous voulez encourager le podcast surtout, puis vous-même, vous recevez 50$, tu t'encourages toi-même aussi. Donc, c'est génial.
Et c'est ça, c'est le fun d'encourager le podcast en même. Puis je pense que c'est juste pour 3 personnes. Fait que dépêchez-vous si vous voulez être une des 3 personnes qui aura le bonus de 50$. Parce qu'à la base, tu reçois comme peut-être 10$ ou quoi, puis là, ils rajoutent un bonus de 50$. Donc, c'est de l'argent gratuit. Les compagnies de tech, là, oui, en ce moment, il y a la récession puis tout, puis ils coupent des jobs, mais ils sont quand même très agressifs. Ils ont bien de l'argent à dépenser pour recruter du monde. Donc, profitez-en. Acceptez cet argent des compagnies de tech, puis mettez-le dans vos poches. Donc, sur ce, merci beaucoup et bonne course. Bonne course tout le monde, merci. Cool. Fait que, c'est bon, hein, finalement, on a bien fait ça, je pense. On a bien mis ça concis. Demain, il faut que je vois encore, là, parce que là, j'ai réalisé que je coach. Ben, en fait, j'étais pas sûr que je coachais, mais je vais coacher le midi. Je vais voir. Je vais te laisser savoir. Mais je suis down, là, pour de vrai. J'ai envie, c'est le fun, là, surtout le petit truc, le petit chilling après. Mais faut que j'avais envoyé l'invitation à Martin aussi. Des fois, si ça tentait de venir avec toi. Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça. C'est aussi ça l'autre aspect. C'est genre de faire tout ça de route tout seul. J'ai demandé à Jasmine, mais là, elle a de quoi. Le soir, j'ai demandé à mon ami Louis, mais il m'a dit une grosse semaine. Fait qu'il est comme pas trop. Fait que c'est ça, juste pour comme la route. Puis aussi pour que je puisse me suivre. Martin, il fait quoi? Quoi? Martin, lui. J'ai pas parlé encore, je vais l'appeler pour voir, mais en ce moment, il est en train de baiser avec sa fréquentation. Hein? Ouais. Ah, il y a une fréquentation. Sérieux? Lui. Hein? Ouais. Ouais. Ben, tu sais, j'étais un peu surpris, là, mais ouais, bon. mais ça fait longtemps, ça fait comme. Ça fait genre 2